Pour l'apparence physique d'Alexandre, les statues qui le représentent le mieux sont celles de Lysippe, le seul sculpteur auquel il lui permit de sculpter son image. La tête légèrement penchée sur l'épaule gauche et la langueur de son regard. L'artiste les a parfaitement conservés. J'ai lu dans les mémoires d'Aristoxène que sa peau sentait bon, qui s'exhalait de son corps et de sa bouche une odeur agréable qui parfumait ses vêtements. Que ne lit-on pas? Cela venait sans doute de son tempérament qui était très chaud. C'était aussi cette chaleur du corps qui donnait à Alexandre son tempérament bouillant et ce goût pour le vin. En tout cas, toutes les fois qu'on annonça que Philippe avait pris quelques villes, Alexandre, loin de rayonner en entendant la nouvelle, disait aux enfants de son âge « Mes amis, mon père prendra tout avant moi, et il ne me laissera rien de grand ni de glorieux à faire avec vous un jour. » Mais un jour, Philonikos le Thessalien amena à Philippe Bucéphale. Comme Philippe, mécontent, ordonnait qu'on ramène cet animal qu'il jugeait sauvage et indomptable, Alexandre courut vers le cheval, lui prit les brides et tourna la tête face au soleil, ayant observé que l'animal était effarouché par son ombre qui s'agitait et se projetait devant lui. Il le caressa et le flatta, tant qu'il lui soufflait de colère. Puis, laissant couler son manteau à terre, il se lança en un bond léger et l'enfourcha en maître. D'abord, en tirant sur le mort avec les brides, il réussit, sans le frapper ni le harceler, à le maîtriser. Puis, lorsqu'il s'aperçut que l'animal avait cessé d'être effarouché et ne demandait plus qu'à courir, il lâcha la bride et le lança, usant d'un ton plus hardi et frappant des talons. Chez Philippe, ce ne fut d'abord que silence et effroi. Puis, lorsqu'il tourna bride et qui revint, plein de fierté, la clameur fut générale, et on dit que Philippe alla même jusqu'à verser quelques larmes de joie. Lorsqu'il mit pied à terre, il lui prit le front et l'embrassa, et lui dit « Mon fils, trouve un royaume à ta mesure, la Macédoine est trop petite pour toi. » Philippe, ayant observé que le caractère d'Alexandre était difficile à manier, fit venir Aristote, le plus célèbre et le plus savant de tous les philosophes, auquel il paya pour l'éducation de son fils les honoraires splendides qui lui revenaient. Au commencement, Alexandre témoigna pour Aristote une grande admiration, et de son propre aveu, il ne l'aimait pas moins qu'un père, parce que s'il devait à celui-ci de vivre, il devait à Aristote de vivre noblement. Mais les troubles domestiques y virent le royaume comme contaminé par les désordres qui furent provoqués dans le gynécée par les amours et les 7 mariages de Philippe, soulevèrent entre lui et son fils maints griefs et de graves différends, qu'Olympias, femme jalouse et vindicative, aggravait en négrissant Alexandre. Attale fit éclater l'orage aux noces de Cléopâtre. Mais non, pas celle-là. Une toute jeune fille, auquel Philippe s'était épris, malgré la différence d'âge. Attale, donc, qui était l'oncle de Cléopâtre, pris de vin, se mit au banquet à inviter les Macédoniens à demander aux dieux de faire naître de Philippe et de Cléopâtre un héritier légitime au royaume. Alexandre, piqué au vif, s'exclama « Et moi, c'est là. Me prends-tu pour un bâtard ?» Et il lui lança la coupe à la tête. Philippe se dressa alors et dégaina l'épée contre son fils. Mais par bonheur, pour l'un comme pour l'autre, l'ivresse et la colère le firent chanceler et s'étaler. Alexandre, l'injure aux lèvres. « Voilà, mes amis, l'homme qui s'apprêtait à passer de l'Europe à l'Asie et qui, en passant d'un lit à l'autre, se retrouve les 4 fers en l'air. » Après cette injure faite dans la chaleur du vin, Alexandre prit sa mère Olympias et l'installa à Épire, avant de se retirer lui-même en Illyrie.
Lorsque Pausanias, qui à l'instigation d'Attale et de Cléopâtre avait subi sanglant outrage auquel il ne put obtenir réparation, assassina Philippe, on attribua à Olympias la plus grande part de responsabilité pour avoir encouragé et aigri la colère de ce jeune homme, Pausanias. Mais Alexandre lui-même ne fut pas à l'abri de tout soupçon. Il rechercha et punit les complices de la conspiration. Et le traitement cruel qu'Olympias fit subir à Cléopâtre suscita son indignation. Merci d'avoir regardé ce deuxième épisode de la vie d'Alexandre, où l'on voit la jeunesse du héros avant qu'il devienne roi de Macédoine. Un point sur la technique de Plutarque. Plutarque ne travaille pas comme un historien, même s'il a étudié toutes les sources qui étaient à sa portée et qu'il a même appris le latin pour s'en rapprocher. Il fait plus le psychologue, et ce mot peut paraître un petit peu étrange, oui, parce que ce qui l'intéresse, c'est de créer un type, un caractère de personnage. D'ailleurs, il trouve ses biographies de tout un tas d'anecdotes qui pourraient paraître secondaires et ne raconte pas des grands faits historiques comme des batailles. On pense notamment à la vie d'Alexandre, qui a été un grand guerrier. Il rédige les biographies toujours sur le même plan, la jeunesse, l'éducation, la famille et les types de rencontres, la fraternité que le personnage a pu rencontrer au fil de sa vie. Il y a aussi le surnaturel qui baigne ses biographies, puisque les présages et tout ce qui tourne autour d'un côté dramatique et théâtral était très important pour la rédaction des biographies. La deuxième chose, il n'est pas vraiment un moraliste. Pourquoi? Parce que pour lui, ces vies ne sont pas forcément si exemplaires que ça. Ce qui l'intéresse, c'est plutôt les buts suprêmes qui tendent à ces existences un petit peu exceptionnelles et tout ce que ces gens vont mettre en mesure pour y arriver. Donc ça peut être positif comme négatif. Il y en a certains qui se laissent dominer par leur passion et on sait que l'hubris, la passion désordonnée, était justement très mal vue dans l'Antiquité. Il y a aussi quelque chose d'un petit peu politique derrière tout cela. À aucun moment, les personnages qui sont expliqués dans ces vies parallèles sont des gens qui vivent sous l'Empire. Oui, ils sont toujours dans des systèmes soit républicains, comme s'il fallait sortir un petit peu du cadre de vie dans lequel il était pour pouvoir avoir des vies qui soient suffisamment théâtrales et importantes à rédiger. Enfin, dernier point, pourquoi des Grecs et des Romains? Plutarque ne l'explique à aucun moment. Est-ce que cela voulait dire que les héros romains étaient aussi importants que leurs illustrés aînés grecs? Ou bien que, malgré le joug romain, les Grecs avaient quand même des vies et des personnages très illustres? Ou bien, beaucoup plus pertinent, est-ce que ce n'était pas justement la même galerie de caractères et de personnages qui apparaissaient dans ces deux cultures, culture qui devenait la culture gréco-romaine, qui était la plus importante et qui dominait ce vaste empire?